bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode numéro 40 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et surtout, maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Cette semaine, on va parler atelier à la parentalité. Anne Partridge est animatrice Faber et Maslich, une méthode inventée par 2 mères canadiennes dans les années 70. Le livre support sur lequel on s'appuie, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, est une ressource incroyable d'outils simples à mettre en place à la maison. Anne anime des ateliers depuis 8 ans sur Bordeaux. Elle reçoit des groupes de parents qui viennent suivre 7 séances qui durent à peu près 3 heures le soir. Alors, quel intérêt à ces ateliers ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Pourquoi franchir le pas et venir participer avec d'autres parents ? Pour contextualiser cet épisode, j'ai assisté en début d'année 2019 à ces 7 ateliers et j'en suis ressortie personnellement enchantée. Anne est d'une incroyable bienveillance et j'avais envie de connaître son parcours, par où elle, en tant que maman, elle était passée. Et vous allez réaliser que son parcours dans la parentalité est loin d'être simple et linéaire. Elle a donc cette capacité incroyable de connaître ce que peuvent ressentir les parents qui tâtonnent. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'aller passer la porte d'un atelier, peu importe lequel, il y en a plein en France. Je suis persuadée que cela vous boostera et vous encouragera dans votre chemin. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne. Bonjour Clémentine. Ça va ? Oui. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation pour parler des ateliers de la parentalité parce que ça a été très important dans ma construction personnelle et je pense que ça peut servir à tous les parents, soyons honnêtes, ça peut vraiment aider. Mais d'abord, tu as des garçons qui sont adolescents, qui sont grands. Est-ce que tu as eu la sensation, quand tu es devenue maman pour la première fois, d'un gros bouleversement dans ta vie ou est-ce que c'était très naturel et facile ? Le bouleversement, ça a été sur la lumière projetée sur moi en tant que maman enceinte. Et ensuite, j'ai perdu la lumière parce que la lumière était projetée sur l'enfant. Donc, j'ai rien compris. C'était très, très bizarre. J'étais pas du tout programmée pour devenir maman. T'as trouvé ça difficile que les gens s'intéressent à toi pendant ta grossesse et que d'un coup, t'aies plus de soutien, tu t'es sentie seule ? Oui, enfin, j'ai pas vraiment ressenti ça à ce moment-là. C'est plus avec du recul. J'ai pas cherché d'aide non plus, mais heureusement j'avais ma maman et puis j'avais un peu d'aide, mais de l'aide technique, disons. Mais ça a été vraiment une découverte progressive et beaucoup de chamboulements ensuite. Tu t'attendais pas à ce que ce soit difficile d'être maman ? Pas du tout. Ah ouais ? Non. Ça coulait de source que l'éducation que j'avais reçue, j'allais pouvoir m'en servir et dresser mes enfants. Ah oui, c'est comme ça que tu le voyais à l'époque. Enfin, j'imagine que tu le ressentais pas de cette manière, mais... Non, j'avais toute la meilleure volonté du monde et ça me donnait de la force d'être maman. Et en même temps, j'ai vite vu que j'étais très démunie. Parce que c'est ça qui j'ai trouvé génial dans tes ateliers et tellement intéressant, c'est que tu parles très très peu de tes expériences et tu es vraiment là pour nous faciliter le dialogue.
Mais tu nous as un jour confié que voilà, toi, l'éducation que tu as donnée à tes enfants au départ, elle n'a rien à voir avec les graines que tu sèmes dans tes ateliers. Est-ce que tu peux nous en raconter quel schéma éducatif tu donnais à tes garçons au début ? C'est vrai que ça a été une grande découverte. Alors au début, j'ai eu Tristan qui a maintenant 20 ans, bien épanoui aujourd'hui, mais en petit bébé, j'ai pas répondu à ses besoins. Il pleurait beaucoup, et moi, il fallait que je laisse cet enfant pleurer. Et d'ailleurs, je bouchais mes oreilles, mais j'avais aucune compassion pour un enfant qui pleurait. Pour moi, c'était normal, il avait faim. Et puis d'ailleurs, il fallait d'abord qu'il apprenne que c'était pas lui qui décidait, qu'il allait attendre. Voilà, c'était une question d'apprentissage. Et j'avais aucun embarras à laisser Tristan pleurer. Donc je pense que ça a dû susciter pas mal d'angoisse, ce que j'ai appris ensuite. Et par chance, j'ai un mari qui est sud-africain, qui a été, je ne sais pas s'il a été élevé avec une éducation anglo-saxonne, mais en tout cas une éducation extrêmement bienveillante. Et d'ailleurs, ça me gênait au début parce que j'ai toujours été accueillie avec beaucoup de bienveillance, sans être jugée, sans être critiquée sur quoi que ce soit, la manière dont j'éduquais les enfants. Et je pense que ça a été un moteur pour que j'évolue. Et mon mari il m'a jamais critiqué, et par contre il modélisait quand mon bébé pleurait. Je me rappelle qu'il s'allongeait sur le tapis à côté de son berceau. Moi j'allais dormir, je mettais mes boules qui est, et lui il s'allongeait à côté du berceau. Et ça a été des comportements qui ont été très modélisateurs pour moi. Modélisateur, oui. Et ça a généré quelques remises en question, c'est certain. Ces comportements bienveillants et pas attaquants. Parce que si j'avais été critiquée sur ce domaine-là, j'aurais jamais rien appris. J'aurais pas voulu apprendre. Et est-ce que tu as la sensation qu'avec ton deuxième fils, tu avais déjà évolué et réussi à avoir un peu plus de compassion, ou c'était toujours bloqué ? Pas beaucoup, parce que j'ai eu... mon deuxième fils est né en 2003, donc 3 ans après mon aîné, et j'avais un peu les mêmes schémas, et puis je me laissais quand même vite déborder. J'étais très, très en colère, et... je faisais voler les fessées, les tapes, les menaces, les humiliations, et c'est comme ça que c'est comme ça. Ouais, je voyais pas d'autre façon de le faire, et pourtant je me questionnais. En fait, j'étais hyper malheureuse à ce moment-là, et je commençais à pas m'aimer en tant que maman. Et on a déménagé d'Afrique du Sud à un petit village de Provence, et là. Les esprits sont... Enfin, c'était il y a 20 ans aussi, donc l'éducation est très méditerranéenne. Il y a pas beaucoup de remise en question. Ça marche et c'est comme ça. Il y a aussi pas mal l'idée de l'enfant roi. J'ai vraiment eu du mal à évoluer dans ce groupe-là. Enfin, dans cette région. Et en fait, c'est par l'école, il y a eu une maman qui m'a dit « Écoute, j'ai ma voisine qui est dans le village d'à côté, qui revient des États-Unis. Et elle a une méthode de communication sous le bras, elle revient avec ça. C'est pour améliorer le climat dans la famille. Est-ce que elle souhaiterait mettre en place son premier atelier ? Est-ce que tu voudrais faire partie du groupe de mamans ? Et on était copines, on avait vraiment sympathisé. Et moi, tout de suite, j'ai pensé, c'est quoi ce truc ? Et j'ai pas voulu y adhérer parce que ça devenait vraiment compliqué à la maison. À ce moment-là, quand j'ai mis les pieds dans un atelier, dans le premier atelier. Ils avaient quel âge tes enfants ? Ils avaient 6 ans et 3 ans. Et c'était que des conflits à la maison. Donc, il fallait pas me parler d'éducation, il fallait pas me donner des conseils. J'en pouvais plus, j'avais beaucoup de colère.
et je rendais mes enfants évidemment responsables de mes colères, puisque avant eux, j'étais quelqu'un de très calme et très gentil. Et ensuite, évidemment, ils appuyaient sur les boutons et moi, je crisais et les fessées volaient, etc. Et quand cet ami m'a proposé de participer à cet atelier, d'abord, j'ai dit non. Et puis finalement, je m'y suis rendue parce que ça me permettait de sortir de chez moi. Ça m'offrait cette bouffée d'air. Et voilà, ça a été le début d'une belle aventure. Est-ce que tu l'as ressenti comme un déclic tout de suite ? Pas du tout, non. Je voudrais quand même parler des personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est Sophie Benkemoun qui est rentrée des États-Unis, qui a aujourd'hui qui a fondé l'atelier des parents et cofondé avec Nadège Larcher. Toujours à Aix-en-Provence ? On était dans un petit village près d'Aix-en-Provence, oui. Ensuite, elle est partie à Paris pour former plein d'animatrices. Et ça n'a pas été un déclic parce que l'atelier se compose de 7 séances et on s'engage à assister à toutes les séances au début, sans trop savoir ce que c'est. Donc pour moi, c'était facile. Par contre, il m'a fallu au moins 3 séances pour accepter que, ah bon, on donne plus de fessées aux enfants, ah bon, il faut les écouter. Alors j'étais très résistante. C'était pas facile. Et puis, la première fois que j'ai mis en place un petit outil, c'était d'ailleurs après la première rencontre sur l'accueil des émotions de l'enfant. Et mon garçon, je devais l'emmener à un cours de tennis. Et un mercredi après-midi, et je vais le trouver dans sa chambre, et il a commencé à me dire non, j'irai pas. Il avait juste 6 ans. Non, j'irai pas. Je lui dis écoute, tu t'es engagé pour l'année, t'y vas. Et puis il s'est mis à pleurer, et comme je le forçais, il s'est roulé par terre, il me donnait des coups de pied, et puis là je me suis dit il y a peut-être un truc avec les ateliers que j'ai appris, donc je vais essayer de reformuler ou d'accueillir. Alors je savais pas trop ce que c'était, mais et comme je savais pas, j'ai juste dit ah bon, t'es fâché là. J'ai essayé de décrire ce qu'il ressentait. T'es fâché, t'es en colère, tu veux pas y aller. Et puis j'ai arrêté parce que je savais pas quoi dire d'autre. Et là, comme j'ai laissé de l'espace à mon enfant pour respirer déjà, il a pu m'exposer, toujours en pleurs, mais il a pu m'exposer la situation. Et en fait, voilà, il s'agissait d'un petit copain qui avait été humilié par le prof. Enfin, Tristan pensait qu'il avait été humilié. Donc j'ai découvert un petit garçon sensible et pas à l'aise dans certaines situations. Et si je me suis dit, si moi, la mère, je ne suis pas en capacité de lui apporter du soutien, qui va le faire ? Voilà, et ça a été le déclencheur, ça. En fait, c'est ton enfant qui t'a donné le déclic, c'est beau. Et ouais, on dit que ce sont nos enfants qui nous font grandir, mais c'est dommage d'en arriver là quand même, mais ce sont nos enfants qui nous font grandir, c'est certain, avec toute leur justesse. Et t'as trouvé qu'à partir de ce moment-là, t'as été en capacité d'avoir l'empathie, de la compassion et de le voir sous tes enfants d'un autre œil ? Oui, j'ai découvert que j'avais de l'empathie, mais ça a été aussi un long process parce que les ateliers Faber et Maslich m'ont fait découvrir aussi, à cette époque-là, je lisais beaucoup, j'ai découvert Isabelle Filiosa. Et Isabelle Filiosa, elle était dans la région, à Aix-en-Provence, donc elle faisait des petites conférences dans les villages auxquelles je me rendais. Et là, j'ai vraiment ouvert mes yeux et j'ai lu ses ouvrages, L'intelligence émotionnelle, et d'autres, il y a toute sa bibliographie qui est vraiment passionnante. Et là, j'ai vraiment... je me suis dit, waouh, c'est tellement génial de pouvoir développer des ressources qu'on a déjà en soi, mais on ne sait pas qu'on les a. Et je l'ai entendu en conférence parler de l'empathie et de l'ocytocine. Et une maman, quand elle accouche, je vous invite à réécouter tes podcasts
précédents. Mais quand elle accouche, il y a un déluge d'ocytocine chez l'enfant et chez la maman. Et oui, ça reprogramme son cerveau, ça reprogramme... Et du coup, il y avait une étude faite en neuroimagerie sur une maman, ou sur une maman qui... On étudie son cerveau au moment où un enfant pleure, un bébé pleure. Et chez les mamans, en général, il y a une sécrétion d'ocytocine qui va lui permettre de prendre soin de son enfant à ce moment-là. Et puis on a découvert que chez d'autres parents, il n'y avait pas de sécrétion d'ocytocine. Il y avait pas. Et en fait, on a surtout découvert que ça générait du stress. Et c'est à ce moment-là que le parent se sent démuni, ne prend pas soin de son enfant et s'en éloigne pour pas être gêné. Et je pense que ce sont tous les messages qu'on a quand on est enfant. On pleure, on a besoin d'un soutien, on n'a personne. L'adulte nous dit débrouille-toi, de toute manière, t'as pas à pleurer, c'est pas grave, ou enfin voilà. Et puis on se barricade et du coup, je pense que ça produit aussi ça génère des réactions chimiques dans le cerveau qui font que on n'a pas d'ocytocine. Alors, des mécanismes, c'est ça ? Ouais, ce sont après, on a des comportements qui sont transmis de génération en génération. Évidemment, je ne peux pas blâmer mes parents parce qu'eux n'ont pas été nourris par ça, par leurs propres parents, qui n'ont pas non plus été nourris par ça. Y a les guerres, il y a les familles nombreuses, les décès. C'est compliqué quand même. Mais j'ai compris que moi, j'avais cette ressource. Et dès lors que j'ai compris ça, ça s'est vraiment mis en place. Et j'ai senti que toute ma sensibilité qu'on caricaturerait de « oui, t'es une hypersensible, tu pleures trop ». En fait, c'était une super ressource pour rentrer en contact avec l'autre et essayer de deviner ses besoins. C'est marrant ce que tu dis, parce que d'un côté, tu dis que tu es hypersensible et en même temps, tu as réussi à faire tout un système de barricades en toi quand c'était tes enfants et à te couper de leurs sentiments. Tu devais être tellement tordu. Enfin, à l'intérieur de toi, ça devait être complètement antinomique et tu devais être déchiré entre deux choses, en fait. Non, parce que c'était un automatisme avant. Et après, ça s'est mis en place. J'ai tellement vu que ça faisait du bien quand j'essayais de comprendre mon enfant, quand j'essayais de me mettre à sa place, de comprendre ses besoins et puis juste de l'écouter pour qu'il soit lui-même et lui offrir cet espace où il puisse accueillir ce qu'il ressent sans le nier. J'ai trouvé que c'était un cadeau tellement exceptionnel que je pouvais plus faire marche arrière. Et voilà. Tes enfants, t'as tout de suite senti aussi que eux, ils étaient réceptifs et ils étaient, oui. Alors ils sont quand même, enfin surtout Tristan l'aîné, il s'est questionné. Il me regardait comme si j'étais tout je viens, comme si j'étais une nouvelle maman. Mais ce qui m'a fait aussi, ce qui a été aussi un déclencheur, c'est que j'avais une jeune voisine qui s'était installée peu de temps avec son petit bébé. Et elle m'a fait un bien fou, elle m'a beaucoup inspirée parce que elle avait un comportement, une posture d'adulte où elle avait jamais peur en fait, elle se sentait jamais attaquée. Alors que je pense que voilà, moi j'ai compris à ce moment-là que je me sentais tout le temps attaquée par le gamin dans ses comportements. Et Tristan du coup il allait chez elle. Et un jour il est revenu, il m'a dit j'aimerais bien maman j'aimerais bien avoir cette maman comme maman. Et là, je me suis dit, soit je le prends super mal, soit j'évolue. Et ça m'a fait avancer. Je pense que je peux que m'en féliciter. Et merci à elle d'avoir été présente et soutenante et puis tellement pas jugeante. Parce que je me souviens que une autre maman
m'avait dit, mais en fait, t'es méchante. Et je m'étais dit, peut-être, ouais. Bon, en tout cas, on fonctionne pas de la même façon. Et puis, j'ai surtout découvert que je souffrais vachement à ce moment-là, que j'étais ma colère derrière la colère. Quand j'engueulais mes enfants, quand je les maltraitais, parce que je les ai maltraités, je les tabassais, j'étais une furie. Que cette colère, en fait, c'est comme un iceberg, il y a vachement de tristesse en dessous parce que je savais pas, parce que j'avais pas de lien, et je me détestais comme maman. Et après, quand j'ai compris, ça a été, j'ai pas fait demi-tour, j'avais plus le choix, quoi, pour offrir au moins à ces enfants un minimum d'épanouissement et pas de... Ouais. Et l'apaisement au sein du cercle familial, tu l'as ressenti aussi assez rapidement? Il n'y avait plus cette tension et il n'y a plus d'opposition comme tu avais? Oui, c'est vrai. Oui, ça a été... Il y a eu beaucoup d'évolutions progressives, mais dès que je sentais qu'il y avait un conflit ou que qu'une claque allait partir, je l'arrêtais tout de suite le geste. Et du coup, je disais à mes enfants, je ne vous battrai plus. Je ne vais plus jamais porter la main sur vous, je vous le promets. Donc, ça a été... Et ce qui est génial, c'est que je me souviendrai toujours du regard de mes enfants. Ils m'ont regardé et sans rien me dire, ils ont souri, comme si c'était « on te fait confiance, maman, de toute manière, tu fais de ton mieux ». Et ça, c'est tellement porteur. Il y a un paramètre qui n'est pas simple aussi dans ce que tu dis et ton éducation, c'est que là, toi, tu as opéré un changement, mais j'imagine dans ta famille, pas tout le monde. Est-ce que c'était difficile, ça, aux yeux de ta famille, de montrer que tu changeais? Ils sont pas si jugeants que ça. Et puis, bien sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais après, moi, j'ai toujours été très indépendante, donc on vivait de l'autre côté de la France à ce moment-là, et mes parents ou ma famille, ils font ce qu'ils peuvent aussi avec ce qu'ils ont, et ils ont leurs convictions. À partir du moment où ils font... Enfin voilà, et puis les temps changent, chacun son cheval de bataille. Mais ils ont réussi à comprendre que tu fasses différemment de ce qu'eux avaient fait avec toi. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de parents qui changent, qui ont du mal parce que l'entourage met la pression, parce que c'est difficile des fois d'assumer ses choix éducatifs quand personne dans la famille ne fait pareil. Oui, mais je comprends tellement que j'ai eu une période avant où j'étais tellement résistante à toute remise en question, tout système éducatif différent, que le moindre que je puisse faire avec ma famille ou les gens qui sont différents, c'est d'essayer de comprendre d'où ils viennent aussi et d'avoir de l'empathie pour eux. Et c'est leur chemin. Ils ont d'autres préoccupations peut-être. De toute manière, ils font toujours de leur mieux, quoi. Un parent se lève le matin, il se lève pas en se disant je vais pourrir la vie ou la journée de mes enfants. Il se lève avec une intention géniale de contribuer au bien-être de l'autre. Donc avec les moyens qu'on a. Donc si je peux pas leur accorder de bienveillance, j'ai tout loupé, quoi. C'est vrai. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi Faber et Maslich? C'est parce que c'était le premier atelier auquel tu as assisté? Oui, c'est le premier atelier auquel j'ai assisté. C'était pas un choix. Mais je suis très contente de partager ces outils-là. Ils me conviennent. C'est très juste pour moi. J'aurais pu en faire d'autres. En suivre d'autres, ce qui ne m'a pas empêché de lire les ouvrages de discipline positive, Thomas Gordon. Je suis très fan de la CNV, de Marshall Rosenberg. Communication non violente. Et oui, parce que Faber et Maslich, ça surfe, les outils sont les mêmes, c'est très humaniste. C'est un langage de cœur à cœur, donc bravo à toutes ces personnes qui mettent en place ces outils-là. Ma vie a croisé
les livres, les ouvrages de Faber et Maslich. En plus, on est aujourd'hui très très bien soutenu par une équipe de Québec et à Paris. Enfin, il y a tout un réseau. Je m'y sens comme à la maison. Ça pourrait être un autre, mais celui-là me convient parfaitement. Donc, c'est plus confortable, c'est agréable pour moi. Oui. Est-ce que tu peux nous donner, donc il y a 7 ateliers, Faber et Maslich, tu peux nous donner les 7 thèmes qu'on aborde dans ces ateliers? Oui, la première, donc c'est l'accueil des émotions de l'enfant. On va essayer de trouver, de se positionner pour accueillir les émotions perturbatrices de l'enfant. Bon, les émotions joyeuses, on sait à peu près. Mais encore, je pense que et encore, on peut quand même valider. Mais accueillir les émotions de l'enfant. Ensuite, on va apprendre des outils pour favoriser la coopération. Et quand la coopération marche pas, qu'est-ce qu'on fait? En général, on punit. Donc, est-ce que la punition, on s'interroge vraiment sur les effets de la punition et comme ils sont à très court terme, généralement, on va essayer d'utiliser des outils pour rendre l'enfant responsable, acteur, qui vive un peu ses conséquences, tout en lui laissant, en veillant à sa sécurité. Donc on va trouver des alternatives à la punition et on va co-construire avec l'enfant qui généralement, quand il se sent responsable et en confiance, ça génère une envie, un élan pour contribuer aussi à mieux faire. La quatrième séance, c'est favoriser l'autonomie. On n'a pas que des mini-mois à la maison. Et c'est vrai que les 10 premières années, on s'attache à faire beaucoup de choses à leur place. Et c'est difficile de sortir de ça. Ça devient presque un automatisme pour nous parents. Donc, autonomiser les enfants, pareil, les rendre acteurs, leur permettre de réfléchir, d'avoir une opinion, en leur soumettant quelques choix, déjà, dès le plus jeune âge, sur la façon dont ils peuvent remplir leur verre de jus, ou choisir entre un pantalon et une robe, ou voilà. Et j'avoue que ce sont des procédés qui m'ont fait tellement peur au début, parce que je perdais le contrôle sur mon enfant. Alors qu'en fait, ça va, ils y arrivent et... Ah non, mais après, il s'agit... sereine après. c'est un réflexe de pouvoir se faire confiance sur la façon dont je vais m'habiller, et puis après, quand on est adulte, c'est la façon dont je vais choisir un appartement, une partenaire. Voilà, c'est quand même chouette de pouvoir mieux se connaître. Donc l'autonomie. La 5e, c'est sur les compliments descriptifs et l'estime de soi. Et la 6e, c'est sur les étiquettes. Voilà, on colle des étiquettes et c'est difficile de s'en empêcher, c'est clair. Mais on enferme les enfants dans des rôles et c'est chouette de pouvoir les en sortir, les en libérer. Et la 7e, c'est melting pot. On fait un peu une salade de tous les outils, on fait des révisions. Voilà, on consolide. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un atelier à la parentalité? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il se passe plein de choses dans ces 3 heures. Je pense que peut-être au départ, les gens sont déboussolés. D'ailleurs, c'était drôle quand on a fait ensemble. Il y en a certains qui avaient failli refuser parce qu'on fait des jeux de rôle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule, un atelier classique? Donc, le premier atelier, disons, sur l'accueil des émotions, on va chercher à prendre conscience, à découvrir un peu notre manière de faire. Et notre manière de faire est d'opérer et de voir, ce qui va nous permettre de voir l'impact de nos mots sur le comportement des enfants, en fait. Donc, il y a des petites mises en scène ou des jeux de rôle. On se met dans des situations d'adultes à qui... voilà, si je vous dis ça de cette façon-là, comment vous le ressentez? Et à ce moment-là,
voilà, les remises en question peuvent peut-être s'opérer. Et on propose des outils. Ensuite, il y a des BD qui sont très explicatifs, qui sont assez idéalisés, mais c'est une bonne façon d'apprendre aussi quand elles sont courtes. On propose tous les outils. Il y en a à chaque fois entre 4 et 5 qui permettent de trouver des alternatives et de changer de posture devant les enfants. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on participe énormément. Toi, tu nous donnes des petits outils et à nous de faire le chemin en groupe, à deux, ensemble, collectivement. Et est-ce que si tu peux nous expliquer au départ, au tout début de l'atelier, ce que tu dis aux participants pour créer un espace sécurisé, parce que c'est pas toujours simple pour tous les parents de venir là. Oui, c'est vrai que c'est pas simple pour tous les parents. Ils ont fait un sacré chemin pour venir à l'atelier. Et je leur dis en général que la deuxième moitié du chemin, on va le faire ensemble. Ça va être une belle découverte de soi et puis de ses ressources. Alors, j'invite les parents à s'écouter. On a un cadre aussi, hein, c'est comme avec des enfants finalement, un cadre bienveillant. Et le parent ne peut pas apprendre s'il se sent pas en sécurité aussi dans le groupe. Donc on arrive tous avec nos problématiques et finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à être dans les mêmes galères, en conflit. Et ce qui est chouette, c'est que de plus en plus, il y a des parents ou des futurs parents même qui viennent. Ouais, il y a des futurs parents qui viennent. Du coup, ils changent un peu de regard sur l'enfant et ça leur permet de vivre une aventure avec le même regard. Donc déjà, ils sont moins décalés tous les deux. Et voilà, il y a des parents, des professionnels de l'enfance qui viennent, des grands-parents aussi qui observent qu'ils n'ont pas été très adroits avec leurs enfants et ils ont envie de nourrir un lien avec leurs petits-enfants. Je trouve ça très, très chouette aussi. C'est vrai que j'étais très étonnée dans la physionomie du groupe que nous on a eu, mais qui je pense est assez représentatif vu ce que tu viens de dire. C'est que il y avait de tous horizons, il y avait des pères, je trouve que c'est important de le dire, on n'était pas que des mamans. De plus en plus, oui. Et vraiment, je trouve ça hyper chouette de me dire que les hommes s'investissent à même hauteur et se posent les mêmes questions finalement. Et j'avais trouvé ça tellement riche de me dire que on n'est pas des copier-coller, on a tous nos histoires et moi personnellement ça m'a vraiment permis de comprendre que c'est vraiment dur de changer de mode d'emploi quand c'est pas ça qu'on nous a appris petit. Oui. Et je trouve que ça aide à avoir de la bienveillance envers les autres. Oui. C'est ce que tu disais. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu disais que on se coupe pas la parole, on juge jamais. Et tu vois, le premier atelier qu'on fait, je sais pas si c'est toujours comme ça dans tous les groupes, mais voilà, il y a certains parents qui pleurent parce que c'est tellement difficile, j'imagine, où il y a enfin peut-être un espace où ils peuvent oui, c'est ça, c'est un espace. Alors, c'est pas un groupe de thérapie. Ouais. On n'est pas là pour tout déballer, mais c'est que MG Note, qui est le précurseur donc de cette approche, dit qu'un enfant, quand il se sent bien, il se comporte bien, et puis quand il se sent bien, il apprend mieux aussi. Donc c'est pareil pour nous, quand on se retrouve, c'est important pour moi de savoir qu'ils ont cet espace où ils se sentent libres, pas jugés, et il n'y a que comme ça que j'ai appris, parce que j'étais pas jugée et qu'ils m'étaient proposé quelque chose, j'ai vu que ça avait des bénéfices, que ça me faisait du bien et que ça faisait du bien à ma relation. Et donc, on explore. Et il y a beaucoup de choses. Alors, il y a 2h30 de séances. Elles sont très denses. On apprend beaucoup En plus, avec les neurosciences, on est content d'avancer tous les résultats des découvertes des 15 dernières années. Donc, c'est très dense, ces séances. Et je sais plus ce que je voulais dire. Le parent, il se sent libre. Ouais, le parent, il se sent libre de prendre ce qui lui convient à ce moment-là. Et c'est ça qui est chouette, parce que si on n'attend pas à être... Il n'y a aucune exigence. On prend ce qui nous convient et au moment où on en a besoin. Et il y a aussi les livres qui accompagnent notre travail de groupe. Les livres, on a le parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc c'est le sujet, c'est le thème de l'atelier.
Donc on a le livre à la maison à lire, il y a quelques chapitres, et Parents épanouis, enfants épanouis, votre guide pour une famille plus heureuse. Ça, c'est vraiment la philosophie Faber et Maslich. Et ça se lit comme un roman, on s'identifie. Ah ouais, j'allais dire, franchement, c'est hyper facile à lire. Ouais, t'as raison, c'est un roman parce que tu suis des familles. Et c'est drôle parce que l'histoire que tu racontais, toi, c'est une de tes voisines qui t'a dit de venir. C'est un peu l'histoire de Faber et Maslich en plus. On s'identifie vraiment. Mais j'avais l'impression que t'as vécu la même Ouais. chose que ces mamans-là il y a 40 ans au Canada. C'est vrai, c'est drôle. Ces espaces de parole, est-ce que parfois ça t'a surpris? Est-ce qu'il y a eu des parents qui étaient tellement réfractaires qu'il ne s'est rien passé pendant ces 7 séances, où il y a toujours un moment où il y a une prise de conscience? Il y a même des parents après l'atelier qui m'ont dit « Oh, c'était trop ci, c'était trop ça » ou comme ça. En fait, c'était à la 7e séance. Je leur fais remplir un questionnaire, voilà, qui est complètement anonyme, hein. Et puis, il y a une maman qui a dit « Non, mais avec le recul, maintenant, j'ai compris que c'était tellement bénéfique. Tout le fait que tu parles pas trop, quand on pose des questions, tu réponds même pas, mais parce que en fait, tu nous laisses explorer. Tu fais confiance aux ressources qu'on a. Et j'ai trouvé ça tellement juste parce que c'est ça. Moi, j'étais tellement démunie et on m'a fait confiance. On m'a envoyé un regard câlin, comme dit Isabelle Filiosa. Un regard câlin qui fait confiance. Et du coup, j'ai trouvé la force pour aller chercher les trucs qui me convenaient. Voilà. Et c'était pas... Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde. Et c'est chouette d'avoir les bouquins à la maison parce que... nos besoins changent, les besoins des enfants changent et on réactualise avec tous les 3 ans. Moi, j'aimais bien relire un des livres où, voilà, c'est très précieux. Alors, si on rentre juste concrètement dans le sujet, tu en as parlé pas mal d'ailleurs de ce premier atelier qui est d'accueillir les émotions et tu nous donnes un outil fondamental. Pourquoi est-ce que cette formule, c'est-à-dire apprendre à accueillir les émotions, ça fait partie de la première base de la relation humaine, et pourquoi tu penses qu'on ne sait pas le faire? Alors, on ne sait pas le faire. Oui, c'est vrai qu'on apprend à le faire et ces outils sont très efficaces. Je pense que si on saute l'étape d'accueil des émotions et qu'on demande à un enfant de coopérer, alors qu'il n'a pas envie et que... Bon, imagine, t'as eu une grosse journée. T'arrives de ton boulot, il n'y a personne chez toi à la maison. Et là, tu te dis, c'est cool, je vais pouvoir me mettre dans le canapé et j'allume la télé et en même temps, je vais scroller mon téléphone. Pied sur la table du salon. On est bien, d'accord ? Ton mari arrive et te dit, dis donc, ça fait combien de temps que tu es là ? T'as pas le dîner à faire ou je vois que le repassage n'est pas fait. C'est quoi ce truc ? Voilà. Et toi, tu te sens comment ? Est-ce que tu te sens agressé quand même? Voilà. Est-ce que tu as envie de coopérer? Ah non, pas du tout. Non, mais dépêche-toi quand même. Il faut que tu t'y mettes. Qu'est-ce que t'attends? Ok. Donc si. Bon, déjà, il est sexiste. Donc je me sens agressée. Ouais, j'ai un peu caricaturé. Mais non, mais c'est clair que toi, t'es dans ta position tranquille. Ouais. Et t'as pas envie qu'on te donne un ordre. T'as pas envie, et puis t'y as droit aussi à ta petite soupape là où tu vas décompresser parce que tu sais ce qui t'attend. Ta journée n'est pas finie, tu vas chercher ta fille à la crèche. Donc, on va d'abord accueillir l'état dans lequel t'es, ou je sais pas, ou on va s'assurer que tu te sens bien. Ou... Donc ça veut dire que le mari, quand il rentre, il faudrait qu'il dise qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh ben, ce serait chouette. Oh, je vois que tu es en train de te détendre. Ça doit être bon de se détendre après une grosse journée. Tu as peut-être eu une grosse journée. Est-ce que tu as eu une grosse journée? Des petits trucs comme ça qui décompressent et qui font qu'on se relie à l'autre dans ce qu'il vit, mais sans pour autant... Enfin voilà, on ouvre le dialogue en fait. Ouais. Je peux pas coopérer si je suis... Ouais. Si je me sens par agressée. exemple, si je me sens... Alors là, c'est dans une situation où t'es pas trop mal, mais imagine que... J'ai envie de te lire un
un petit dialogue là qui. Oui, vas-y, parce qu'il y en a pas mal dans les livres, ils sont intéressants. Que je fais en intervention pour interroger les gens sur la manière dont on peut accueillir leurs émotions. Imagine que tu es dans la cuisine un matin fatigué après une nuit pénible où les enfants t'ont réveillé plusieurs fois parce qu'ils étaient malades. Tu prépares le petit déjeuner. Par mégarde, tu renverses la bouteille de lait. Et pendant que tu nettoies, tu oublies les toasts qui grillent dans le grille-pain. Et c'est à ce moment-là que ton conjoint entre et qui te dit « Mais quand est-ce que tu apprendras à faire griller des toasts ?» Alors, c'est quoi tes réactions ? Je pense que je peux lui envoyer le toast grillé dans la tête. Voilà. Ok, moi je lui dirais fais-le toi-même et je vais pleurer dans ma chambre, quoi, parce qu'en me disant c'est une journée fichue pour moi. Imaginons la suite. Tu rencontres une copine et tu lui racontes l'histoire du toast cramé. Tu es encore bouleversée de la façon dont ton conjoint t'a répondu. Et voilà que ton ami te répond sous différentes formes. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça ? Mais je vois pas pourquoi tu te sens aussi bouleversée. C'est idiot de te sentir comme ça. T'es fatiguée, ma pauvre, et puis tu grossis toute l'affaire. Tu te sens comment ? Ah là, tu te sens idiote, justement. Diminuée, pas écoutée. Le philosophe qui te dit « Mais écoute, c'est la vie. Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Tu dois apprendre à accepter les choses comme elles sont. » Et l'autre qui te dit « Mais tu sais ce que tu devrais faire en fait. Demain matin, tu te lèves un peu plus tôt. Et puis comme ça, ça se passe bien. Et puis tu te mets pas la pression et tout sera prêt quand il arrive. D'accord ? D'accord ? Ah ouais, là... Tu m'as entendu ? Il y a une bonne réponse là ou pas ? Et celle qui te pose tout le temps des questions. Mais comment est-ce que tu as pu oublier les toasts ? T'avais pensé à vérifier la puissance du grille-pain ? Comment t'as fait ? Mais... Et l'autre qui dit « Ah, ma pauvre chérie, c'est terrible quand il te parle comme ça. Moi, ça me donne vraiment envie de pleurer. Hein. C'est horrible en fait. Hein. » Alors, ça c'est quand l'autre te prend en pitié. Bah là, c'est pas agréable non plus, parce que déjà, c'est elle qui se met... c'est elle qu'on devrait plaindre, alors que c'est toi qui subis la situation. Et un dernier, il se pourrait que si ça te met dans cet état, c'est que tu t'es retrouvé dans une situation qui te rappelle un peu ton enfance. Hein. Tu avais probablement peur de déplaire à ton père, et la remarque de ton mari t'a rappelé ton ancienne peur du rejet. Hein, ça, c'est le psy, lui, non ? Oui. Bon, alors, c'est aidant ou pas, toutes ces réponses ? Tu te sens comment, toi, quand... Ah non, c'est clair. Il n'y en a aucune qui te fait relâcher la pression, en fait, où tu te sens vraiment enveloppée et comprise. Ouais. Et si je te dis, eh bien, ça devait être vraiment désagréable de démarrer la journée comme ça, hein, s'entendre parler comme ça, alors que tu te donnais du mal pour préparer le petit déjeuner avec la nuit que tu as passée. C'est pas facile à entendre, hein. Bah, je crois que rien que quand tu dis ça, tu sais, t'as les épaules qui... Ouais. Donc ça, c'est accueillir une émotion. Oui. Et quand on permet ça, en fait, on est un miroir émotionnel. MJ Note nous dit, on est le miroir émotionnel. Notre miroir, le matin, il nous fait pas des commentaires sur la tronche qu'on a. En nous levant, dis donc, si c'est avec ça que tu vas passer la journée, tu ferais mieux d'eux. Donc le miroir, il nous renvoie juste une image qui n'est pas déformée de notre personnalité, il nous donne pas de conseils, on sait, ok ? Et on a les ressources en nous. Donc tout ce qu'on va faire, notamment avec les enfants et avec n'importe qui d'autre autour de nous, tout ce qu'on va faire, c'est accueillir, c'est reformuler, c'est être empathique, pas pleurer avec, hein, pour être tous les deux dans le même trou, c'est l'horreur, mais rester avec sans juger, sans évaluer quoi que ce soit, en permettant à l'autre que ce qu'il ressent, c'est vrai, c'est réel et c'est important. Et on oublie que l'enfant, jusqu'à au moins 7 ans, son cerveau n'est pas mature, il n'est pas fini, il est toujours en construction.
et que quand il en a 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est un tumulte émotionnel. Donc tout prend des proportions hallucinantes. Et si on lui ajoute un conseil, si on réagit avec notre cerveau d'adulte mental, il ne va pas y accéder. Il ne peut pas y accéder. C'est bouché, en fait. Il ne peut pas accéder à son cortex préfrontal ou à ses ressources cognitives pour réfléchir à la situation. Il est juste pas bien et ça doit sortir. Une émotion, c'est emotion. C'est un mouvement de l'extérieur. Donc ça doit sortir sans être évalué. Et toutes ces colères, ensuite, alors c'est pas pour consoler ou pour que ça s'arrête qu'on accueille l'émotion. C'est juste pour accepter et dire à l'enfant, c'est important ce que tu vis. Et ce que tu ressens, c'est vraiment réel. Du coup, on n'est plus dans la négation des sentiments. Si on nie les sentiments de l'enfant, il est mort. Il traverse des choses sans ressources. Et il n'est plus lui. Alors moi, je veux quand même... c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai passé mon enfance où... je veux blâmer personne, encore une fois, et encore moins mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est une génération. Mais le fait de penser à la place, de savoir à la place, de prendre des décisions à la place, j'ai passé une enfance où, jusqu'à 20 ans, j'étais morte. J'étais morte, j'avais rien, je ressentais rien, j'avais le droit de ressentir rien. Je pouvais pas avoir une opinion, j'avais pas une analyse, on me disait ça c'est beau, ça c'est moche. Et je trouve que c'est en fait hyper violent. Et quand j'ai réalisé que, oui, j'ai de la sensibilité, oui, elle est peut-être très développée, mais c'est une richesse incroyable. Mais donnons cette opportunité à l'enfant de se connaître, de savoir que ce qu'il ressent, c'est légitime, de le soutenir dans ça, et évidemment de protéger les comportements. Les émotions sont légitimes, les comportements... Certains ne sont pas acceptables. Dis-le avec des mots si tu veux taper ton frère, mais ne tape pas ton frère. Tiens, prends un cahier, montre-moi sur la feuille de dessin comment tu es en colère. Vas-y. Et on reste à côté de l'enfant parce que c'est vachement important que l'enfant se sente qu'il y a un témoin de sa colère ou de sa frustration. Et il y a beaucoup de frustrations comme ça. Et quand on est adulte, les frustrations, elles ressortent par des comportements qui sont encore moins acceptables. Gilets jaunes et compagnie en sont bien l'exemple. La colère C'est la colère qui revient, de ne pas se sentir respecté, de ne pas se sentir accepté. Allez, je te mets une torgnole parce que tu cries trop ou tu as une mauvaise note. Soit l'enfant, il réagit en se soumettant et en se disant c'est moi qui ai tort et avec une culpabilité énorme, soit il a le caractère qu'on étiquette de rebelle, mais ça va décupler ça va déchaîner la colère et on dira mais oui c'est un rebelle ou il est toujours colérique. Ça décuple les comportements. C'est vraiment pas aidant, quoi. C'est à pleurer. Ouais, c'est ce que tu dis dans la séance sur les étiquettes, c'est qu'au final, on entretient ce mythe de l'enfant rebelle. Plus on lui dit, plus il va se conforter à cette étiquette parce qu'il veut faire plaisir à son parent. Le diagnostic devient la maladie, dit M.G. Note. Le diagnostic devient la maladie. C'est l'adulte qui a raison, et puis l'adulte, je l'aime en tant qu'enfant. C'est lui qui a raison, c'est lui que j'aime, donc je vais y croire. Les étiquettes, ce sont des croyances, ce ne sont pas des repères pour l'enfant. Il n'y a aucune sécurité là-dedans. Donc, c'est une croyance de l'adulte. C'est une croyance de l'adulte. L'adulte, il est géré par une émotion qui est énorme, c'est sa peur. C'est la peur de ne pas avoir des enfants brillants, c'est la peur que mon enfant il va peut-être se faire harceler à l'école, c'est la peur du regard des autres. On est tout le temps dans la peur, en fait, quand on est parent. Et c'est légitime. Mais c'est légitime. Je ne dis pas de ne pas avoir peur, mais ça a des conséquences. Et l'enfant, on le trimballe dans ses schémas. C'est toute la société qui est comme ça. Donc,
C'est bien de pouvoir mettre un pied dans ces ateliers, dans ces ouvrages, et d'avoir une autre philosophie, un autre regard sur la vie. Est-ce que toi, avant que tu opères tous ces changements, tu avais peur aussi de rendre tes enfants rois ? Je mets des guillemets quand je dis ça. Et qu'est-ce que ça veut signifier ? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « Oui, mais quand tu les écoutes trop, ils vont devenir enfants rois » ? J'ai pas trop l'habitude de répondre. C'est vrai que toi, tu nous reposes des questions quand on te pose des questions. Ouais, c'est très confortable et je sais que vous avez la réponse. Tu me fais confiance. Non, mais sincèrement, cette idée que tout ce qu'on met en place, là, tout ce dont on parle, toi et moi, et on est d'accord sur le sujet, pour beaucoup de gens, ça veut dire qu'on laisse trop de place à l'enfant et qu'il faut le mater et qu'ils vont devenir des enfants. Oui, mais c'est vrai que j'ai été prise de doute. Et évidemment, ça peut m'arriver à peu près tous les jours. Pourquoi il me répond comme ça ? Est-ce que j'ai eu raison de le laisser faire ça, évidemment, mais ce qui est chouette, c'est de pouvoir co-construire et d'en parler, et que l'enfant y vive les conséquences, et qu'avec le regard confiant qu'on a, oui, les conséquences, t'en fais quoi ? Oui, ce serait un enfant roi si on n'osait pas subir de conséquences, s'il n'y avait pas le cadre. Un enfant roi, c'est un enfant qui est un peu perdu, en fait, parce qu'il n'a pas la sécurité d'un parent qui est stable. Alors là, on peut revenir sur la question de l'attachement. Mais je crois que ça a été très, très bien développé avec Anne Reynaud-Postel. Cette question de l'attachement, on sait que le parent, il doit être stable et disponible. C'est pas facile. Il a vraiment fallu que je travaille sur moi pour présenter, pour offrir cette stabilité et cette disponibilité. Moi, j'ai un mot que je pourrais coller sur mon front pour m'en rappeler, ou coller sur tous les murs de ma maison, c'est constance. C'est d'être constante dans ce que je fais. Sauf si les besoins changent, si les besoins de l'enfant changent. Mais c'est d'être constante et ferme. Et du coup, je sais qu'en offrant un cadre ferme, constant, en étant disponible pour en parler, ça produit beaucoup de bénéfices, d'avantages. Et je sais aussi que moi, pour apprendre, il faut que je passe par l'expérience. Et on traduit aujourd'hui, fort heureusement, les caprices en besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc on s'interroge aussi sur ce que l'enfant peut vivre quand il a un comportement qui est pas correct, et quand il se plante, mais merci qu'il se plante, c'est toujours un apprentissage, une expérience pour apprendre. Je ne peux fonctionner que comme ça. Je ne supporte pas qu'on me dise ce qu'il faut faire et qu'il faut que je le fasse bien. Il faut que je me plante dans une recette, il faut que je me plante dans le jardinage, et c'est comme ça que j'apprends. C'est vrai. Non, mais c'est important que l'enfant voit que nous, les parents, on se plante et qu'on apprend, et qu'il n'y a pas de... il y a rien de dramatique dans le fait de se tromper. Et toi et moi, on sait, parce qu'on a la culture anglo-saxonne à côté, toi par ton mari. Les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec l'échec qu'on ne l'est nous en France. Et c'est vrai que c'est une belle leçon à donner aux enfants, que l'échec, c'est pas grave. L'échec est un atout, absolument. C'est vraiment un gros mot en France. Oui. Et il faut apprendre, il faut se tromper, et il faut avancer, et ça permet l'action aussi. Oui, mais tu vois, ça déconstruit complètement le mythe de l'adulte sachant et qui fait tout. Ouais. Merci l'humilité, apprenons à être humble. Et... Nous ne sommes que des êtres humains. Ah ouais, non mais je vois la différence entre la relation que j'avais avec mes enfants quand ils avaient 3 ans et 6 ans, et la relation que j'ai aujourd'hui, où mais j'ai pas fini d'en apprendre auprès d'eux, c'est certain. Ils n'ont pas fini d'en apprendre auprès de moi, c'est certain. Ils continuent. Je vous rassure, je te rassure, ils me balancent. Mais toi, avec ton Faber et Maslich, mais toi, oui, t'es l'experte, etc. Je dis plus rien. Ce sont des adolescents normaux. Ce sont des adolescents, vive l'opposition, c'est ça qui fait grandir aussi. Mais la relation, je ne changerai rien à ce qu'elle m'a fait apprendre
pour nourrir la relation, pour nourrir le lien. Et La confiance. c'est vraiment une relation de confiance. Et ils ont juste un parent qui a plus d'expérience et qui peut aussi leur soumettre quelques valeurs éducatives, de l'intégrité, de l'honnêteté, voilà. Mais ça fait tellement du bien d'enrichir ces relations. Ça, c'est très positif pour ça. Alors, tu animes un autre atelier auquel je n'ai pas assisté, puisque c'est pour les frères et sœurs. Et je pense qu'en revanche, ça concerne beaucoup de familles où je ne sais pas très bien ce que tu dis dans cet atelier, parce que je n'y ai pas assisté. Mais c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure relation, c'est ça, une relation harmonieuse entre les frères et sœurs. Qu'est-ce qui se joue dans cet atelier ? C'est hyper intéressant ces ateliers. Effectivement, on s'occupe de la fratrie. Et là, il y a 6 séances. Et la première séance, on va s'occuper aussi de regarder ce qui s'est passé dans notre propre fratrie, notre place. Comme il y a des parents qui sont enfants uniques, on aime profiter aussi du vécu des autres et des témoignages. Donc, notre place au sein de notre propre fratrie, qu'est-ce qu'on a vécu, les comparaisons, les rivalités qui traînent, ça peut prendre toute une vie, ça laisse des traces quand même. Et puis comment on gère les conflits. Mais ça, c'est génial. Et on n'a pas besoin d'avoir une fratrie à la maison. Un enfant unique, il a toujours des copains, des cousins. Donc, on a beaucoup de relations plus ou moins conflictuelles à gérer. Et je me suis aperçue à travers cet atelier que quand il y avait une bagarre à la maison, j'ajoutais un stress hallucinant et qui décuplait la bagarre, quoi. Parce que d'abord, je ne voulais pas entendre parler de leur dispute, ni du motif de leur dispute, je ne voulais plus les entendre. Donc, je mettais un couvercle sur leur conflit, qui finalement, il y a quand même une légitimité. Moi, si je me dispute avec mon mari ou avec ma sœur, si on met un couvercle sur ce que j'ai à dire, je le prendrai très très mal. Et ma colère, elle va sans doute se déverser sur autre chose, pas longtemps après, en fait, qui n'aura rien à voir avec tout. On est encore dans la négation des sentiments. Donc là, on va s'attacher à accueillir les sentiments, non pas d'une, mais des deux. Et ce qui va être très dur pour la posture de parent, mais c'est faisable, vraiment c'est faisable, et moi je viens de loin, c'est de ne pas prendre parti et de ne pas le prendre comme une attaque contre soi. Les enfants, quand ils sont en bagarre ou en dispute, c'est pas pour embêter les parents, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et quand on leur donne des ressources, qu'on leur dit j'entends que vous n'êtes pas d'accord, pour des broutilles, par exemple, si c'est une discussion vraiment envenimée, non, tu m'as piqué ça, rends-le-moi, etc. J'entends que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez envie du même objet, tous les deux. Ça, c'est une situation qui est pas facile, mais je vous fais confiance pour trouver une solution. Déjà, le fait de faire confiance, pouf. Et puis on sort de là et on a une oreille attentive. Parce que si ça dégénère, on est obligé d'intervenir. Et ça aussi, je l'ai appris. C'était pas inné chez moi. Parce que quand mes enfants et puis j'ai 2 garçons, donc c'était plutôt très physique. Et je me rappelle, et c'était il n'y a pas si longtemps, que quand ils se tapaient dessus, je me disais, c'était tellement énervant, je me disais, ils n'ont qu'à mourir. C'est horrible. Et puis comme ça me fera un bon débarras. Mais c'est dingue. Et j'ai vu ma belle-mère, qui était en séjour chez nous, ma gentille belle-mère, qui entendait les cris et qui entendait les plaquages contre le mur, etc. Et elle a dit, je ne peux pas permettre ça, je vais les séparer. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Encore une fois, elle a modélisé, elle ne m'a jamais critiquée pour la négligence. Mais j'ai trouvé ça tellement chouette parce qu'elle est allée les séparer et elle leur a dit, elle avait déjà du Faber et Maslich en elle, et elle leur a dit, vous vous séparez et quand vous irez mieux, on pourra en parler. Donc, elle ne les a pas jugés, elle ne les a pas blâmés, elle les a juste protégés. Et je pense que c'est super important pour des enfants de se sentir protégés par les parents.
Alors, plutôt que de les laisser faire, et là, il n'y a pas du tout de soutien. Il peut quand même se passer des trucs monstrueux entre Abel et Caïn. Oui, surtout dans les fratries, il y en a, ils sont quand même plus âgés, il y a quand même une dimension physique. Et des fois, c'est vrai que ça a un petit impact quand même. Oui, et on fait attention aussi à voir que la victime n'est pas toujours la victime et que le bourreau n'est pas toujours... Il faut alterner. C'est plus complexe. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on apprend que à la maison, c'est le terrain le plus favorable pour exercer son pouvoir. Parce qu'on est en sécurité. Parce que dehors, ils n'ont pas de pouvoir. À l'école, ils n'en ont pas. Chez les grands-parents, ils n'en ont sans doute pas. Chez les autres, ils n'en ont pas. Donc, à la maison, on exerce son pouvoir. Et ouais, ça peut faire mal. Mais la posture de l'adulte va aider en accueillant les émotions. Elles sont légitimes. Et on va pouvoir formuler « toi, t'es fâché » et « toi, t'es triste ». Je vois que c'est compliqué, là. Alors, je vous sépare. Il y en a un, le plus petit vient avec moi. On va continuer à faire la cuisine. L'autre reste dans sa chambre. Et quand vous irez, à froid, on en parlera. Et là, on prend un temps pour faire une résolution de conflit. Et j'ai oublié de dire que dans le premier atelier, parler pour que les enfants écoutent, on fait une résolution de problème, on recherche des solutions avec l'enfant. À froid, toujours loin des émotions. En s'occupant des besoins de l'enfant et en s'occupant de nos besoins de parents, parce qu'on en a des besoins. Et il faut pas les négliger. Tu sais que cet atelier, je me souviens de m'être dit, en fait, ce truc, ça me sert pas trop pour ma fille, mais ça me sert dans mon couple. Trop intéressant de comment on résout un conflit et comment chacun a ses besoins, ont besoin d'être respectés et comment on en revient à un accord. Je vous encourage à lire parce que c'est vraiment intelligent et très intéressant. J'ai une dernière question. Et tu vas peut-être, j'espère pouvoir m'aider et me répondre. Quand tu es témoin, je ne sais pas, dans un magasin, au marché, d'une scène où un parent est violent envers son enfant, est-ce que tu sais intervenir ? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire ? Ou... Ça m'est arrivé plein de fois et je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question parce que c'est tellement compliqué. C'est super compliqué. Moi, pour l'avoir vécu, en tant que maman maltraitante, j'humiliais ouvertement mon enfant dans la rue très très fort, pour clamer au monde à quel point cet enfant était pénible. Donc, moi, quand j'entends ça, quand je vois ça, j'ai tellement envie de prendre le parent dans mes bras, en lui disant « vous avez eu peur hein ». Mais je le fais toujours pas parce qu'il y a cette... d'abord, j'ai peur, je suis une femme, j'ai peur de me recevoir une baffe, il y a ces pulsions. Moi, j'aurais pas été capable de me faire serrer dans les bras par quelqu'un de compatissant. Je savais pas ce que c'était que la compassion. Donc, c'est très difficile. Par contre, j'attends d'être un petit peu plus âgée, d'avoir un peu moins... 60 ans, ça me semble génial pour aller vers les gens et pour je sais pas, envoyer un regard câlin. Mais pour moi, le câlin, c'est ce qu'il y a de plus parlant. La personne, elle n'a pas besoin de conseils, elle a juste besoin d'un câlin ou un petit message comme « vous avez dû avoir vraiment peur là ». Quand, par exemple, le gamin, il traverse la rue en courant et la gifle, elle part parce que le parent a eu peur. Et c'est ça, on ne sait pas faire autre chose. Et là, ouais, vous avez dû avoir vraiment peur. J'attends encore, je n'ai pas franchi le pas, mais... Je me sens... Je suis encore un peu timorée, ouais. C'est vrai que c'est tellement dur. Mais moi, naturellement, j'ai un regard câlin vers l'enfant. J'ai du mal vers le parent. C'est tellement dur parce que pour moi, il y a une position de force, tu vois, entre le parent et l'enfant. Et que mais le parent est en tellement souffrance. raison. Mais bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais sur le coup, moi, ma sensation, c'est de me dire j'ai envie de protéger l'enfant et j'ai mal pour l'enfant et j'ai envie de faire un câlin à l'enfant, de lui dire ça va aller. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir que le parent il souffre parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a d'autres émotions devant. Le parent derrière sa colère, il est triste. Bien sûr. Il est triste, il est démuni, il sait pas faire, il a pas l'info. Il a pas l'info aujourd'hui et nous on a l'info et ça change tout. Donc ouais, faisons nos câlins. Mais j'avoue, même avec mes propres parents, il y a plein de sujets, il y a plein de situations où on est en conflit. On n'est pas d'accord, il y a des situations même très douloureuses parce qu'ils vieillissent et qu'ils perdent leur autonomie, etc. Et plutôt que de claquer la porte en disant « de toute manière, moi je me barre », voilà, j'arrive
à leur faire un câlin. J'arrive à regarder ma maman et à avoir plein de compassion parce qu'elle a été petite fille, parce qu'elle a été conditionnée, parce que l'éducation, parce que les croyances, parce que voilà, et que elle n'a pas besoin d'autre chose que d'un câlin, que de sentir qu'elle est soutenue et aimée. Ouais. Et c'est ou même, comme dit Isabelle Filiosa, un câlin avec les yeux. J'espère qu'il y a plein de parents qui vont se dire pourquoi pas. Je pense qu'on peut être impressionné à se dire allez, un atelier de la parentalité, mais c'est pas pour moi, j'ai pas besoin. Oui, on a honte. Et même Parfois. au-delà de la honte, je suis d'accord, c'est peut-être pour se dire j'ai pas besoin. Ouais. Tu vois. Et je voudrais juste dire quelque chose et que je t'ai jamais dit, mais moi ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Je sais, c'est hyper paradoxal, mais apprendre à écouter les gens. Moi je fais de l'interview, donc c'est fondamental dans le journalisme. Avoir de l'empathie et essayer de comprendre, ça devrait nous être enseigné en école de journalisme en fait. Tu vois, le premier atelier accueillir les émotions, parce que c'est fondamental dans la relation aux autres. Et mais même, je pense, les soignants, tous les gens qui sont en interaction permanente avec les autres, c'est pas que pour les parents en fait. C'est pour ça que je trouvais que... Une vraie écoute attentive et silencieuse qui juge pas. Ouais. Ça, c'est sûr. Et tous ces ateliers, ça aide évidemment avec nos enfants, mais je trouve que ça nous aide, nous, en tant que personnes, en fait. Oui, ça enrichit notre vie, c'est sûr. On voyage aussi avec l'autre. Ouais. On voyage dans son univers, ça nous permet de se mettre sur la colline de l'autre, de voir ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline, c'est quoi son paysage intérieur. C'est hyper enrichissant. Et puis, il y a un autre outil, c'est la reformulation. Quand on accueille un sentiment et qu'on arrive à reformuler ce miroir émotionnel, quoi. J'ai toujours des maladresses, c'est sûr, mais mon effort de rejoindre l'autre, il est sensible à ça. Et si, une dernière question, est-ce que tu sens depuis combien d'années que tu fais ça ? Eh bien, j'ai commencé les ateliers en 2012, ça fait 8 ans. Wow. Ça fait 8 ans. Est-ce que tu sens une évolution au fur et à mesure des années ? Est-ce que les gens sont plus réceptifs sans doute... sans doute dans certaines régions de France, c'est encore très fermé. Dans certains milieux, il y a une évolution, c'est sûr, et surtout beaucoup d'ouvrages. Ça, c'est sur la parentalité positive ou consciente ou responsable, on l'appelle comme on veut. Il y a beaucoup d'ouvrages, donc oui, il y a un changement de perception, c'est sûr. Et dans les ateliers, tu le ressens ? Oui, les besoins sont grands et le bouche à oreille fonctionne bien pour les parents qui en ont eu les bénéfices. C'est vrai. Oui, ça fonctionne bien. En tout cas, merci beaucoup de partager ça avec toi. C'est précieux pour moi de pouvoir en faire bénéficier tous les parents, les grands-parents et toutes les personnes qui recherchent des outils. Eh ben, si vous recherchez des outils, allez dans les ateliers, pas que Faber et Maslich, on est d'accord tous les mois, il y a plein d'autres ateliers dans vos régions, d'autres méthodes. Aujourd'hui, on parle de Faber et Maslich, mais il y a Thomas Gordon, il y a Parents efficaces, discipline positive, Isabelle Filiosa, les ateliers Filiosa et d'autres, et plus il y a CNV Déclic Éducation qui agit beaucoup auprès des institutions de l'éducation nationale et auprès des parents. Donc il y a plein de ressources. Donc allez-y, franchissez le pas, c'est vraiment chouette. Et ça vous prendra au pire que cette soirée, je vous jure que ça vaut le coup. Merci beaucoup, Anne. Ça change Anne. la vie. Oui. Merci beaucoup. C'était Anne Partridge, animatrice Faber et Maslich. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Et si vous voulez aider ce podcast à se faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, @lamatrescence sur Instagram ou Facebook, à mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à laisser un commentaire également sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci de votre fidélité, nous avons passé la barre des 1 million d'écoutes.
Je suis très fière du soutien que vous m'apportez chaque semaine et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu particulier les conditions. Nous sommes tous en confinement. Mais allez, ça va bien se passer. On écoute des podcasts en continu. Merci à vous. À la semaine prochaine.